Est-ce qu'il est possible de mieux apprendre, surtout dans un domaine comme le nôtre, où déjà en formation initiale, on a énormément de choses à apprendre, que ce soit apprendre des langages de programmation, des frameworks, des structures de données, des design patterns, des architectures, et ensuite, au fil des années, il faut encore qu'on remette ça, qu'on remette le couvert régulièrement. D'où l'intérêt de cette série sur laquelle je suis tombé cet été, animée par un neuroscientifique, qui se trouve être aussi professeur au Collège de France, et qui finalement nous expliquait IRM à l'appui, et d'autres des scientifiques qui l'aident, des neurobiologistes à analyser les résultats d'expériences dans lesquels on fait apprendre des choses à différents groupes témoins, ce que ça peut nous apporter, à nous autres notamment programmeurs. Le premier mythe que combat Stanislas Dehaene, c'est l'utilisation de stimulants. Est-ce que des stimulants tels que le café ou des excitants comme le Red Bull compensent vraiment un manque de sommeil? Là, la réponse est clairement non. Il y a eu de nombreuses expériences qui ont été menées aussi bien par ces équipes que par des équipes anglaises, américaines, néo-zélandaises, dont les comptes rendus apparaissent dans des revues telles que Nature, et dormir n'est clairement pas une perte de temps. Et parfois on a envie, peut-être parce que vous avez prochainement un entretien et puis vous devez repotasser des choses que vous n'avez pas bossé peut-être depuis quelques années, ou vous avez quelque chose à finir, une fonctionnalité à développer, et puis vous allez le faire au forceps en renonçant un peu à votre sommeil, finalement, si possible, il vaut mieux trouver autre chose à supprimer plutôt que le sommeil. C'en est au point où les diverses expériences qu'il décrit montrent bien que le sommeil permet de consolider ses savoirs et d'approfondir ces mêmes savoirs. Dormir, ce n'est pas que perdre son temps à être inconscient pendant la nuit. Et également, très important pour nous, qui sommes sans arrêt en train de chercher à résoudre des bugs en prenant un problème peut-être pas par un autre bout, eh bien le fait de pouvoir changer de point de vue est également quelque chose qui est fortement conditionné par le sommeil. Est-ce qu'on peut faire des découvertes en dormant? Là, la réponse est oui. Étonnamment, il arrive de faire des découvertes pendant son sommeil. Ça a été le cas de Friedrich August Kekulé von Stradonitz. Il a déclaré que c'est pendant son sommeil qu'il a découvert cette structure, vous savez, de serpent qui se mord la queue, propre au benzène, C6H6. C'était pas quelque chose d'intuitif du tout. D'ordinaire, les différentes connexions voyelles seront plutôt linéaires. Ça lui est apparu clairement pendant qu'il dormait. Il avait travaillé une journée de plus sur ce problème. Et c'est là qu'à un moment donné, il a eu, pendant un rêve, cette vision d'un serpent qui se mordait la queue, avec ces atomes de carbone qui se regroupent et qui laissent une branche libre pour les atomes d'hydrogène. Si vous avez également, pendant la nuit, eu une idée qui vous a permis de trouver la solution à un problème, personnellement ça m'est déjà arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui est plus efficace entre les cours magistraux et les TD? Et là, Stanislas Dehaene, qui pourtant est prof de fac, et sans appel, donc il lui-même dispense des cours magistraux, suite à plusieurs expériences de son équipe, en prenant 2 cours de la même durée, un cours magistral de 2 heures et un TD de 2 heures, sachant que dans le TD, il y a aussi de la pratique. Ça veut dire que, contrairement au cours magistral, vous avez moins de temps pour transmettre des connaissances. Même pour lui, c'est sans appel, les TD sont beaucoup plus efficaces, tout simplement parce que ça permet ce qu'il appelle un apprentissage actif. Et donc, il considère qu'en TD, le cerveau travaille davantage pour générer une réponse, donc déjà on n'est plus dans la passivité, qu'il s'agisse de questions-réponses qui ont lieu entre les participants et l'enseignant, ou qu'il s'agisse d'exercices qui sont faits, de QCM, d'examens blancs. Donc pratiquer, c'est beaucoup plus efficace, même que stabiloter de toutes les couleurs un manuel. Et notamment parce qu'il y a un feedback qui permet ensuite de pouvoir corriger sa compréhension, de corriger une certaine pratique qu'on a. Ce qui nous amène d'ailleurs également sur la place de l'erreur, et il trouve que dans la pédagogie actuelle, et pourtant c'est quelqu'un qui n'a absolument pas une dent contre l'éducation nationale. Je vous disais, d'une part il est prof d'université, et ensuite il est président du conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc on ne peut pas dire qu'il critique l'éducation nationale par plaisir de le faire, c'est vraiment, il le fait en tant qu'acteur de cette institution. Et donc la place de l'erreur dans l'apprentissage, quelque chose sur lequel il aimerait un peu changer son statut. On voit toujours les erreurs comme quelque chose de négatif. Il faut éviter de faire des erreurs. Et lui, au contraire, il considère que l'erreur est informative. Il faisait le parallèle avec ce qui se passe en intelligence artificielle quand vos erreurs sont rétro-propagées, ce qui permet de changer les paramètres d'un réseau de neurones jusqu'à ce que les résultats en sortie s'améliorent. Donc il considère que l'erreur, il prenait l'image du tir à l'arc. Vous savez, quand vous tirez à l'arc, vous pouvez voir au moins si vous faites une erreur, ok, là j'ai tiré un peu trop haut, un peu trop à droite, donc le coup d'après vous allez corriger un peu, vous allez tirer moins haut, tirer moins à droite, etc. Et que l'erreur participe à l'apprentissage, plutôt que être quelque chose qu'il faut à tout prix éviter et punir gravement. Ça m'a pas d'ailleurs une expérience vécue où je faisais du pair programming avec un lead technique sur un problème sur lequel j'étais bloqué. Et je m'attendais vraiment, un peu naïvement, à ce qu'il se mette au clavier, hop, que le code
coule de manière très fluide, qui me plie tout en 2 temps 3 mouvements, eh ben j'ai pu constater non seulement qu'il faisait des erreurs et qu'il n'hésitait pas à en faire, il n'était pas du tout gêné à me constater que je le voyais faire des erreurs, aller vérifier des choses dans la doc, aller casser quelque chose pour voir si on se rapprochait ou s'éloignait du résultat. Et qu'en gros, les brutes, bien souvent, elles n'ont pas peur de casser des choses, de faire des choses qui pourraient nous sembler être des erreurs, mais en fait non, ça leur donne du feedback et de là, ils s'adaptent. Donc ils sont pas dans ce syndrome où on reste au bord de la piscine en disant « Ah, je sais pas si je vais faire assez bien », ils font. Et ils prennent leur feedback et ils s'améliorent beaucoup plus vite que des gens qui n'osent pas faire, qui n'osent pas casser. Alors est-ce que commencer à apprendre jeune est un atout ? Malheureusement oui, mais tout n'est pas perdu si vous commencez sur le tard. Par exemple, si vous commencez à apprendre la programmation, peut-être à 20, 25, 30 et plus. Moi personnellement, quand j'étais formateur dans des bootcamps, un de mes élèves avait 40 ans, il a tout à fait réussi aussi bien sa formation que l'exercice final qui consistait à livrer une application opérationnelle et avec beaucoup de fonctionnalités. Malgré la quarantaine, il s'est acharné, il y est arrivé, il a sans doute bossé un peu plus que s'il avait eu 20 ans, mais il y est arrivé. L'imagerie médicale qu'utilise l'équipe de Stanislas Dehaene, en revanche, est sans appel. Il y a effectivement une plasticité cérébrale qui est plus importante quand on est plus jeune. À tel point qu'il y a certaines activités sur lesquelles on ne pourra jamais exceller autant qu'un enfant, notamment dans les langues étrangères, par exemple. Le fait d'avoir été exposé à une langue étrangère très jeune, avant 15 ans, sera bien plus efficace que par la suite, ensuite, en tant qu'adulte, de pratiquer à un certain âge. On n'a plus la plasticité qui permettrait, par exemple, d'avoir une deuxième langue qui serait aussi courante, on peut dire, que notre langue maternelle, mais ça n'empêche pas quand même de pouvoir continuer à progresser. Il y a aussi d'autres domaines dans lesquels, par exemple, si vous connaissez un peu les échecs, si vous commencez à la vingtaine, par exemple, il n'y a aucune chance que vous deveniez un grand maître. La plupart des grands maîtres sont devenus maîtres aux échecs vers l'âge de 10, 11, 12 ans, et ensuite des grands maîtres autour de 20 ans. Et les plus doués d'entre eux, ceux qui font vraiment parler de haut niveau mondial, ils ont même été grands maîtres autour de 16, 17 ans. Donc voilà, ça fait partie d'activités dans lesquelles commencer très jeune est très important. Stanislas Dehaene insistait également sur la mobilisation de l'attention. En gros, s'il n'y a pas d'attention, si on n'est pas capable de fixer son attention de manière assez intense et durable, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Vous avez sans doute remarqué la chose quand vous êtes en train de planer. Parfois, vous êtes obligé de relire un passage d'article que vous étiez en train de lire parce que votre attention n'y était pas. Et c'est à tel point qu'également il revient sur un neuromythe qui voudrait qu'on est capable de multitasking, de faire du multitâche, et là c'est clairement pas le cas. On n'est pas capable de faire du multitâche. Et il évoquait une expérience intéressante dans laquelle, pendant une projection, dans une salle, type salle de cinéma, on a fait rentrer un individu qui est habillé avec un costume de gorille, qui s'est tapé le poitrail et qui est ressorti sans que personne le remarque. Ça peut paraître étonnant. Mais en fait, c'est tout simplement... Alors qu'il était sur la scène, il n'était pas au fond de la salle, quoi que ce soit, il était sur scène. On avait demandé aux participants de se concentrer sur les personnages habillés en blanc et de compter chacun de leurs gestes. Or, le gorille était arrivé, et lui était habillé en noir, sa tenue était noire, et donc l'attention était focalisée sur des choses radicalement opposées. La conclusion, mais pas uniquement de ces expériences, de nombreux autres du même acabit, c'est que l'architecture de notre cerveau nous empêche de faire attention à deux choses à la fois. Finalement, on switch d'une tâche à l'autre. Et surtout, vous avez dû remarquer, quand on vous interrompt, vous êtes en train de programmer ou d'essayer de corriger un bug, à ce moment-là, on vous dérange juste une minute. Et en fait, cette minute, son impact, il ne sera pas que d'une minute. Il va falloir vous remettre, vous replonger dans ce que vous faisiez. Donc, l'attention, c'est quelque chose de précieux. Donc, la recommandation de Stanislas Dehaene, c'est vraiment de tout faire pour être dans un état où votre attention sera le plus fortement mobilisée, et surtout de ne pas être diverti. Donc, il recommande de ne pas laisser de smartphone près de vous, et en tout cas, surtout pas de notification, de vous mettre en mode avion notamment. Donc, d'éviter tout ce qui éparpille l'attention. Quelles sont les techniques d'apprentissage que vous-même vous avez vous appliquées, ou peut-être que vous avez découvertes? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.